Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau en direct de la Foire gastronomique et internationale de Dijon pour la 11e édition. Aujourd'hui, nous allons parler des métiers de la restauration et de l'hôtellerie, autant côté salle que côté cuisine. Et en ce moment même, donc, les étudiants sont en train de préparer, de réaliser des démonstrations culinaires sur la scène des chefs juste à côté de nous. Il y aura également un challenge inter-établissement sur les métiers de la salle et un atelier de bottle art. Pour en parler, avec nous ce matin, j'ai trois invités d'honneur. Delphine Kervarec, vous êtes chargée de communication à l'École des métiers. Exactement. Nous avons également Dominique Léger, qui est directeur de l'école hôtelière du groupe Saint-Bénigne. Et puis Geoffroy Moinjon, vous êtes enseignant donc, de la section hôtelière au lycée Le Castel. Bonjour à vous, à tous les trois. Je vais commencer avec Delphine Kervarec. Bonjour. Donc, racontez-nous un petit peu comment se déroule cette journée aujourd'hui. C'est une journée très chargée pour les apprentis de l'école des métiers, puisque aujourd'hui on a la chance de pouvoir investir un petit peu l'espace des chefs. Donc ce matin, avec différents temps, ce matin de 10h à midi, on prépare des mets pour proposer aux visiteurs. Donc on a des veloutés de lentilles, on a des samosas. C'est une classe de BTS deuxième année qui réalise ces productions. Et donc le but est de faire connaître l'établissement à nos visiteurs sur la foire. Et puis de faire un petit peu la promotion justement de ces métiers de l'hôtellerie-restauration, donc cette fois-ci côté cuisine. Et puis nous aurons deux temps forts cet après-midi, un côté cuisine, donc qui est une grande nouveauté pour nous cette année. On travaille avec l'association Food Refugees Festival, qui en fait nous a proposé de s'associer à eux. Et nous allons faire trois équipes avec une équipe mixte où nous allons avoir un jeune de chez nous qui est en BTS, formation cuisine, et puis un jeune en fait qui est plutôt côté CQP cuisine et qui est bénéficiaire de la protection internationale. Et ils vont réaliser une recette alors traditionnelle et pour la peine bourguignole, puisqu'ils vont travailler sur un poulet Gaston Gérard. Ils auront donc 2 heures pour travailler sur cette production. Donc c'est une recette à 4 mains. Et puis donc on a un deuxième temps fort qui est donc, vous disiez tout à l'heure, la salle fait son show, un concours cette fois-ci côté salle en association donc avec deux autres établissements, donc le lycée Saint-Bénigne et puis le lycée du Castel. Justement, on a voulu travailler conjointement pour mettre en avant ces métiers de la salle qui sont parfois oubliés autour de 3 ateliers. Donc on vous en parlerait, je pense, tout à l'heure. Et puis avec une animation aussi de Flair Bottle pour justement un petit peu moderniser ces métiers de la salle qui ont tendance à bénéficier d'une image un petit peu obsolète ces derniers temps. Donc voilà, on essaie de dynamiser un petit peu cette image et puis l'objectif étant de séduire les jeunes pour les faire venir dans nos établissements respectifs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus en détail de cet atelier Bottle Art? C'est quoi exactement? Alors c'est du Flair Bottle, en fait c'est du jonglage avec des bouteilles. C'est justement, alors c'est mondialement connu puisqu'il y a des championnats tous les ans nationaux et mondiaux sur cette discipline-là. Donc là ça sera une personne qui travaillait dans un établissement Byron Bay, pour ne pas le citer, et qui va venir proposer une vingtaine de minutes, une animation autour de ce métier, qui est un vrai métier, une vraie préparation physique et mentale avant de se présenter sur des championnats. D'accord, c'est un vrai show quand on en Exactement. Là, Exactement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors Dominique Léger, donc, cette journée vous permet de mettre en avant justement les métiers de la salle, comme on le disait. C'est un secteur qui peine à recruter en ce moment, d'autant plus après la crise sanitaire. Il y a eu beaucoup de remises en cause au niveau de ces métiers-là. En quoi est-ce important pour vous d'être présent aujourd'hui ? Alors c'est important d'être présent avec les collègues pour mettre en avant ces métiers de service. Nous, au sein de nos établissements, nous avons des formations qui sont soit professionnalisantes, donc le bac pro qui a été réformé il y a 2 ans. On a un bac pro métier de l'hôtellerie et de la restauration qui a la particularité en classe de seconde, du moins, de remettre la polyvalence entre le service et la cuisine. Avant, les jeunes, à l'issue de la 3e, choisissaient directement soit cuisine, soit service. Maintenant, on a une année de tronc commun qui permet d'être aux jeunes d'être polyvalents et de découvrir les deux métiers. Ce qui, depuis que ça a été réformé, n'est pas à mon goût suffisant pour remettre en avant les métiers de la salle. D'où l'intérêt de faire ce challenge que nous avions déjà mis en place il y a 3 ans. Les métiers de service sont des métiers qui sont parfois restreints à porter une assiette, alors qu'il faut avoir toute une dextérité, une connaissance des produits, une argumentation par rapport à la clientèle. On doit faire passer un bon moment au restaurant aux clients en mettant en avant le travail de la cuisine.
Donc nous avons d'une partie cette formation de bac pro métier de l'hôtellerie et de la restauration, et puis à côté nous avons une formation de bac technologique, sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration, qui est plus portée vers ensuite poursuivre vers un BTS management en hôtellerie et restauration pour encadrer le personnel de restauration. Donc cette manifestation est vraiment d'une grande importance. Les métiers de la salle ne sont pas suffisamment mis en avant. Je pense que les émissions télévisées ont aussi fait la belle part au métier de cuisine au détriment de cette partie de service qui permet de faire aussi de très belles carrières. Alors on parle actuellement d'un déficit de personnes. C'est vrai qu'avant la crise du Covid, il manquait déjà 120 000 employés dans ce secteur. La crise a accentué ceci. Maintenant, les jeunes veulent aussi allier leur vie privée avec la vie professionnelle. Mais quand on regarde dans l'ensemble, les avantages de cette profession me semblent supérieurs aux inconvénients qu'on peut bien lui donner. Il est vrai que le problème principal, majeur, est la coupure. Le travail en coupure est problématique par rapport aux jeunes, mais bon nombre d'établissements hôteliers font actuellement un travail là-dessus pour améliorer les conditions de travail. Et alors là, vous avez beaucoup de volontaires. Comment vous les recrutez, ces jeunes aujourd'hui qui vont faire ce challenge inter? Alors nous avons proposé, nous à notre classe de terminale STHR, et puis on a fait une présélection parce que c'est vrai qu'ils étaient nombreux à vouloir s'inscrire. C'est des métiers où ils ont l'habitude de se mettre en avant, d'être face au public, donc pour eux ce n'est pas quelque chose de contraignant, au contraire, quoi. Donc on a fait tout du moins pour notre établissement, on a fait une présélection dans la classe. Et puis ensuite, aujourd'hui, il y a eu un tirage au sort qui a été fait et il y a 3 équipes et dans chaque équipe, un élève de chaque établissement. Donc ce n'est pas une battle établissement contre un autre, c'est vraiment un challenge inter-établissement avec une émulation qui s'est faite dans la matinée puisque les jeunes ont été coachés par des élèves BTS de l'école des métiers pour s'entraîner un petit peu pour le véritable challenge cet après-midi. D'accord. Merci beaucoup. Alors, donc Geoffroy Moinjon, donc vous êtes... Geoffrey. Donc vous êtes enseignant. Alors qu'est-ce que doivent réaliser aujourd'hui vos élèves? Quels défis les attendent? Aujourd'hui, 3 ateliers leur seront proposés. Un premier atelier qui sera sur le bar avec un cocktail à base de whisky qu'ils devront réaliser avec la méthode qu'ils souhaitent, avec différents produits qui leur sont proposés. Il y aura un deuxième atelier de découpe d'ananas. Donc on a vu déjà ce matin que différentes découpes avaient été réalisées. Ils ont le choix par rapport à la découpe de cet ananas. Et il y aura ensuite un flambage de cet ananas. Et une troisième partie qui sera le dressage d'une table pour 2 personnes avec du matériel qui sera mis à disposition, du linge qui sera mis à disposition et puis un pliage de serviettes qui sera aussi à proposer par les candidats. D'accord. Voilà, donc ça fait partie des 3 ateliers qui sont des moyens de mettre en valeur le métier de service, même si le métier de service n'est pas que ces 3 ateliers. Il y a un aspect commercial qui est vraiment important et qui est sous-estimé, mais cet aspect, bar, flambage et mise en valeur de la table est aussi important. Et sur des concours comme ça, c'est facile à mettre en place et ça permet aux élèves de pouvoir s'exprimer. Donc vous êtes là pour les encadrer, pour les soutenir. Tout à fait. Vous leur donnez des petits conseils. Oui, même s'ils sont déjà plutôt bien au fait, mais voilà, c'est les mettre un petit peu en confiance, parce que y a du monde qui est autour, il y a la télévision, il y a les caméras, ils ont été interviewés, donc c'est pas forcément facile pour eux. 2 de mes élèves m'ont dit qu'ils n'avaient pas très bien dormir cette nuit, parce qu'ils avaient un petit peu le trac, on va dire. Voilà, ça reste logique, même s'ils ont l'habitude effectivement d'être au contact de la clientèle. Cette année, c'est un petit peu délicat parce qu'ils n'ont pas pu faire les stages en entreprise comme ils auraient pu. Mais ça reste un événement et ils connaissent le renom de la foire gastronomique. Certains sont venus ce week-end voir le déroulement de cette foire gastronomique. Ils savent qu'il y a du monde qui vont les regarder. Donc, une petite partie de stress. Mais voilà, on a l'habitude, on les met en confiance. Et puis, ils nous voient, ils nous regardent de temps en temps, un petit coup d'œil. Et puis, ça les rassure, de savoir que leur enseignant est là derrière eux. On est là pour ça, pour essayer de les épauler, pour les faire s'épanouir dans ces ateliers. Et alors, est-ce qu'ils gagnent quelque chose? Qu'est-ce que ça leur apporte là, de venir ici? Alors, ils gagnent aussi l'habitude de se présenter, de parler devant des clients aussi. Voilà, ils gagnent en assurance. Après, il y a aussi bien sûr quelques lots qui seront décernés à la fin de ce concours, donc c'est aussi une motivation pour les jeunes, parce qu'ils aiment bien gagner. Vous avez prévu quand même des petites récompenses? Oui, des partenaires au quotidien qui nous ont suivis sur l'opération et qui offrent des lots à nos jeunes. Des lots qui s'adaptent complètement à leurs besoins au niveau de l'entreprise. Donc ça va être du matériel professionnel principalement. Ah super.
Bon, je vous remercie à tous les trois. Donc, profitez bien de cette journée. Voilà, c'est votre journée. C'est l'école des métiers aujourd'hui qui est mise à l'honneur. Donc, merci à tous les trois et à très vite. Alors, j'accueille maintenant Thibaut Ferral, qui est conseiller Rénovéco. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors, expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que Rénovéco? Présentez-nous Rénovéco. Alors, Rénovéco, c'est le service public de la métropole de Dijon qui traite des questions de rénovation énergétique. Donc, le service Rénovéco, il a plusieurs bras, on va dire, il a plusieurs façons de progresser. Il y a d'abord un service de renseignement aux particuliers. Donc, si vous avez des projets de rénovation énergétique dans votre maison, dans votre copropriété, passez par nous d'abord, appelez-nous pour avoir quelques conseils d'ordre technique, d'ordre financier, parce qu'on le sait aujourd'hui, les travaux de rénovation énergétique sont beaucoup tenus par les aides financières. Ça va être surtout le porte-monnaie qui va définir ce que vous aurez le droit de faire. Et la métropole a également un volet de subvention. Donc si vous avez des projets de rénovation énergétique, sachez que la métropole peut également vous accompagner financièrement. Alors, est-ce que vous avez quelques conseils à nous donner si on veut rénover sa maison de manière à optimiser les économies d'énergie? Quels conseils vous nous donnez? Alors effectivement, c'est vrai, il faut revenir un petit peu là-dessus. Les travaux de rénovation énergétique ont pour objectif de faire diminuer vos charges énergétiques. Alors, les charges énergétiques, elles vont surtout partir par ce qu'on appelle l'enveloppe de la maison. Donc, le premier poste sur lequel il faut d'abord travailler pour améliorer l'efficacité de sa maison, c'est d'abord l'enveloppe. Donc, travailler l'isolation, le traitement des ponts thermiques, et également les travaux d'étanchéité de la maison. Également les fenêtres, parce que les fenêtres, c'est l'enveloppe de la maison. Une fois que ça c'est fait, on peut travailler les systèmes. Et quand on parle des systèmes, on entend surtout les systèmes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et parfois de production d'énergie renouvelable. C'est important de bien fonctionner dans ce sens-là parce que bien souvent, et c'est surtout le cas actuellement, on est en une période où on commence la chauffe des bâtiments, on va souvent penser que c'est d'abord le système de chauffage, le système d'eau chaude sanitaire qu'il faut travailler avant l'isolation. Or, il faut plutôt fonctionner dans l'autre sens. Il faut d'abord travailler sur les déperditions avant de remplacer les systèmes. Oui, ça ne sert à rien de chauffer une maison qui a des ponts qui sont complètement... Vous trouvez que vos factures de gaz sont trop importantes, que vous dépensez trop d'électricité, ça ne sert pas à grand-chose de changer tout de suite de système. Il faut d'abord travailler les déperditions et ensuite, vous pourrez remplacer votre système de chauffage par un nouveau qui, lui, sera plus adapté aux nouvelles déperditions de la maison. Ensuite, un autre point sur lequel il faut faire attention, c'est que les travaux de rénovation énergétique, c'est bien, mais si vous avez des problèmes structurels dans votre maison, donc typiquement des fissures, des problèmes de sol qui bougent, des problèmes aussi d'humidité, il faut d'abord veiller à traiter ces problèmes-là avant de travailler sur la rénovation énergétique. Pour vous donner un exemple, si vous avez des problèmes de fissures, des murs qui commencent un peu à bouger, ça ne sert à rien de mettre un isolant dessus, vous ferez peut-être des économies d'énergie à court terme, mais à moyen terme, votre maison, ce dont elle a besoin, c'est de travaux de rénovation globale. Donc travailler la charpente, travailler le soubassement, travailler toutes ces choses-là, le drainage de l'humidité également. Donc si vous avez des problèmes dans votre maison, regardez-les dans leur globalité. La rénovation énergétique, c'est le plus qui va vous permettre de faire des économies. Et donc j'en viens à un troisième point sur lequel il faut faire attention, c'est la rénovation globale. Bien souvent, quand on nous contacte, quand on veut des informations sur la rénovation énergétique, on va nous parler d'isolation de plafond de comble, de remplacement de système de chauffage. Mais bien souvent, on oublie que l'isolation, ce n'est pas juste les plafonds de comble. Ça va être également l'isolation des murs, ça va être l'isolation d'un sous-sol, ça peut être également le traitement des ponts thermiques. Ce petit point de détail qu'on oublie bien souvent et qui ensuite peut poser des problèmes à la longue. Pensée globale, ça va vous permettre de réaliser une maison ou une copropriété. On parle de maison, mais il faut savoir que ça se passe également et encore plus sur des copropriétés. Ça va vous permettre d'avoir un projet qui est globalement construit. Et ça va vous permettre d'améliorer sensiblement la performance de votre bâtiment. Je donne pour exemple, si vous pensez remplacer vos fenêtres, c'est bien. Les fenêtres, on y pense tous, c'est un point de déperdition important parce que bien souvent, on se retrouve avec du simple vitrage ou alors le dormant n'est pas assez étanche, on a des problèmes techniques de cet ordre-là. Quand on achète une maison, on pense tout de suite, on regarde les fenêtres, c'est la première chose qu'on regarde. Est-ce que c'est bien isolé au niveau des fenêtres? Et c'est normal, parce qu'en plus c'est de là qu'on va sentir les courants d'air, donc c'est vraiment un poste important. Mais souvent ce qu'on a tendance à oublier, c'est que les fenêtres c'est bien, mais les murs c'est mieux. Les murs ça représente une plus grande surface, à moins que vous ayez des grandes baies vitrées, mais
Les murs, c'est des grands postes de déperdition énergétique. Ça représente presque le quart des déperditions énergétiques d'une maison non isolée. Ah oui. Donc isoler les fenêtres, c'est bien, enfin les remplacer plutôt, mais isoler les murs, en même temps, c'est mieux. Et je dis bien en même temps, parce que quand on remplace des fenêtres, il va y avoir un espace autour des fenêtres sur lequel vous allez pouvoir travailler et rajouter un isolant. Si vous faites les travaux de manière décorrélée, si vous isolez vos murs et qu'ensuite vous faites vos fenêtres, eh bien il faudra sûrement déloger un peu les fenêtres pour remettre un peu d'isolant en dessous des fenêtres. Donc les travaux sont souvent interconnectés. De la même manière, si vous mettez des fenêtres nouvelles, assurez-vous qu'elles soient bien adaptées au système de ventilation que vous avez. VMC simple flux ou VMC double flux, parce qu'en fonction du système de ventilation, il faudra avoir ou pas des ouvertures en haut des fenêtres. Donc attention à l'interconnexion, à l'interdépendance, même j'ai envie de dire, des travaux de rénovation énergétique. Donc ça, c'est les 3 premiers points. Un point sur lequel il faut également travailler, c'est l'humidité. Un isolant, quand on le pose, que ce soit en façade, en comble ou en sous-sol, il faut bien faire attention à ce qu'il ne soit pas contaminé par l'eau. Donc si on a une maison qui est déjà humide, c'est ce que je disais justement, il faut travailler sur l'humidité en amont. Si votre maison n'est pas forcément humide, il faut savoir que quand vous isolez une maison, vous la transformez aussi en maison plus étanche. Elle est plus étanche au flux de chaleur, pour faire parler grossièrement, mais elle est aussi plus étanche à l'eau. Vous allez vous retrouver avec un intérieur qui va être plus vite saturé en vapeur d'eau. Donc l'intérêt là, c'est d'installer une VMC pour régler le problème de l'humidité dans la maison, mais il faut également éviter que cette humidité se retrouve dans les isolants. Et donc, bien traiter avec des bons pare-vapeur d'un côté, des pare-pluie de l'autre, en fonction de la position de l'isolant, mais également choisir la bonne qualité d'isolant. Selon l'humidité qu'il va y avoir dans les murs, il faudra installer tel ou tel isolant. D'accord, donc il faut vraiment réfléchir, voilà, si on a un projet, on réfléchit son projet avant dans la globalité, car tout est lié finalement, c'est ça. Tout est assez lié, et c'est pour ça d'ailleurs que notre service existe. C'est que quand on a des questions de système de chauffage, quand on a des questions d'isolation, de fenêtres, de ventilation, on ne se rend pas forcément compte de l'interconnexion. Et souvent quand on nous appelle, la question est très simple, et bien souvent quand on repart, enfin les particuliers qui nous appellent, quand ils repartent, ils ont beaucoup plus d'informations que ce qu'ils pensaient avoir au premier chef. Parce qu'en fait, ils se rendent compte, on leur fait se rendre compte que leurs travaux vont avoir un impact sur une autre partie de la maison. D'accord. Et alors, est-ce que là, on a fait un petit tour tout à l'heure sur la foire, est-ce que vous avez vu des stands intéressants? De quoi on parle sur la foire au niveau de l'isolation? Alors sur la foire, on a fait en effet un petit tour et vous trouverez en fait un petit peu tout de ce qu'on vient d'aborder, donc des questions d'isolation. Il y a beaucoup d'isolation de toiture et de comble parce que c'est bien souvent ce que les particuliers demandent en priorité. Mais vous avez aussi un petit peu d'isolation sur les murs, notamment avec, il y a de belles maquettes. Allez-y, posez des questions parce qu'il y a de belles maquettes, donc profitez-en. C'est pas tous les jours qu'on voit des oui, ça permet de se belles projeter, productions. quoi, du coup, Ça permet de se projeter, de bien comprendre. Les stands sont assez divers. Donc beaucoup d'isolation, il y a aussi quelques travaux, enfin quelques postes sur les volets. Les volets, c'est un petit poste de rénovation énergétique, mais pas forcément à négliger, notamment les nuits d'hiver. C'est toujours bien d'avoir des volets qui empêchent les flux de chaleur de partir trop facilement à l'extérieur. Vous avez également des systèmes de chauffage, donc tout ce qui sert système de chauffage et d'eau chaude sanitaire, il faut bien préciser les deux. Vous avez des stands sur la ventilation, enfin en gros vous avez un petit peu tout ça. J'attire également l'attention sur le fait qu'un projet de rénovation, ça se construit. Si vous avez envie de remplacer un système de chauffage, si vous avez envie d'isoler votre maison, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de comparer les offres qui vous sont proposées. N'oubliez pas également que quand vous avez des devis, vous avez également des délais de rétractation. Donc faites attention à tout ça. Rappelez-nous également, tout simplement, dès que vous avez des devis, dès que vous avez des choses, n'hésitez pas à nous appeler, à nous demander conseil sur déjà est-ce que c'est compatible avec les aides financières? Est-ce que, quand il y a des différences d'un devis à l'autre, pour quelles raisons elles existent? Donc voilà, ne vous précipitez pas, prenez votre temps, amenez-nous des devis non signés, on vous aidera à bien les comprendre et à bien faire votre choix. Et il y a quand même, j'ai l'impression que sur ce qu'on a pu voir sur la foire, des tendances vers les matériaux naturels, vers les matériaux biosourcés, non, c'est ça? Il y a un peu une tendance quand même Oui, effectivement, la tendance c'est au virage vers les matériaux dits biosourcés pour faire la distinction avec les matériaux à base plastique ou de laine minérale, tels le polystyrène, la laine de roche, la laine de verre. Les raisons, elles sont multiples. C'est déjà l'attrait grandissant des
des Français pour l'écologie. Et c'est vrai que quand on compare matériaux biosourcés ou matériaux plastiques, on comprend d'office qu'il y a un enjeu écologique. Et il va y avoir aussi un enjeu qui est grandissant également sur le confort d'été. Quand on parle d'isolation, souvent on pense à l'isolation pour l'hiver. Il faut éviter que les déperditions de chaleur partent à l'extérieur et que le froid ne rentre. Mais de plus en plus, on est confronté à des problématiques de forte chaleur, de canicules qui sont de plus en plus fortes et de plus en plus longues. Et ça, les bâtiments d'aujourd'hui, ils ne sont pas conçus pour. Alors, ça change avec la nouvelle réglementation thermique pour la construction neuve, où les matériaux dits biosourcés, qui sont plus efficaces pour le traitement du confort d'été, sont mis en avant. Et donc, de plus en plus en rénovation, c'est le cas également. De plus en plus de particuliers veulent remplacer, ou remplacer un isolant ou installer un isolant qui traite à la fois des problèmes de confort d'hiver, mais également des conforts d'été. Et les isolants à base biosourcée sont plus efficaces que des matériaux à base minérale ou plastique pour ce qui est du confort d'été. Oui, vous donniez un exemple pour bien visualiser en fait, le fait que les matériaux à base de végétal sont plus isolants l'été. Oui. Vous pouvez nous en parler? C'est très concret. Moi, j'ai une bonne image à ce niveau-là. C'est quand on parle de confort d'été, on parle souvent de l'été, forcément. Et ce qui se passe souvent, ça vous est sûrement déjà arrivé, ne serait-ce que l'été dernier, vous garez votre voiture sur un parking qui n'est pas ombragé. Vous revenez 2 heures plus tard, votre voiture est restée en plein soleil, vous mettez la main sur le volant où vous brûlez la main, le volant est à base plastique, vous mettez la main sur la ceinture de sécurité qui est à base métallique, vous brûlez la main également. Par contre, si vous mettez la main sur un arbre qui est en plein soleil, vous ne ressentirez pas de flux de chaleur de l'arbre vers vous. Vous ne ressentirez pas ça. Alors, biologiquement, je ne sais pas ce qui se passe dans un arbre pour que ça se fasse de telle manière, mais la fibre végétale, par expérience, elle a cette faculté à mieux drainer la chaleur, à avoir une meilleure inertie thermique, comme on le dit, c'est-à-dire une plus grande capacité à éviter que la chaleur induite par rayonnement solaire se transmette dans la maison. Et plus vous augmenterez cette inertie thermique, plus votre maison restera fraîche en été. Et au niveau du budget par rapport à l'isolation, justement avec de la laine de roche, finalement on commence à se retrouver, c'est un petit peu plus cher maintenant, mais avec l'augmentation du prix des matériaux... Alors, ce qui se passe effectivement, c'est que les matériaux les matériaux biosourcés sont plus chers. En réalité, vous comparez des devis pour la même performance énergétique que vous utilisez un matériau à base des matériaux classiques ou des matériaux biosourcés, le matériau biosourcé sera toujours un peu plus cher. Pourquoi? Déjà parce qu'il nécessite un tout petit peu plus d'épaisseur pour arriver au même niveau de performance que les matériaux classiques. Donc plus d'épaisseur, plus de volume, plus cher. Mais également parce que la matière première est encore plus chère aujourd'hui de par l'effet de marché, d'offre et de la demande. Il y a plus de demandes aujourd'hui de la part des particuliers que d'offres réelles. Là où les matériaux à base de laine minérale ou plastique sont implantés depuis très longtemps et ont du coup largement optimisé leurs frais. Mais vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que, en effet, il y a eu une crise sanitaire, elle est toujours un peu en cours, et elle a eu un impact assez fort sur le cours des matières premières qui viennent surtout de l'étranger. Et donc ça a fait en sorte que les matériaux à base de laine minérale ou polystyrène augmentent drastiquement, les prix augmentent drastiquement, en l'espace de 6 mois ça a gonflé. Les matériaux à base de fibres végétales également, mais dans une moindre mesure. Donc l'écart s'est un peu tassé, même si ça reste toujours cher dans les 2 cas et que les prix ont augmenté. Puis en France, on a quand même beaucoup de forêts, donc on est aussi capable de produire ces matériaux à base de végétal. Ouais. On peut espérer en effet qu'à moyen terme, avec la RE 2020 qui va se mettre en place, qui impose les matériaux biosourcés à la construction neuve, on peut espérer qu'une filière française, ou en tout cas plus locale, se mette en place, d'autant plus que, comme vous l'avez dit, en France, on a de la ressource en biomasse. Alors, il ne faut pas non plus, trop exagérer sur la ressource en biomasse de la France parce qu'on utilise du bois pour la construction, du bois pour l'isolation, du bois pour le chauffage. On commence à revenir vers le bois sur un petit peu tous les pans. Et aujourd'hui, on considère que la France est un pays qui a une gestion de ses forêts durable. Il faut que ça dure. Donc, pour que ça dure, il faut que les matériaux isolants fabriqués en France soient gérés aussi de manière durable. Donc, ça va prendre du temps. Il faut espérer que ça s'accélère. Mais a priori, on va pouvoir produire en France, on produit déjà, mais on pourra produire en plus grande quantité des matériaux isolants biosourcés. En tout cas, c'est ce qu'il faut souhaiter, à la fois pour ne pas dépendre d'importations, comme c'est le cas actuellement avec la crise Covid et qui nous met un peu dans cet embarras de l'augmentation des tarifs,
et également parce que ça permettra d'avoir encore un meilleur impact écologique. Si on produit nous-mêmes nos propres isolants, en le faisant avec des réglementations fortes, écologiquement parlant, ce ne sera pas comme si on importe du bois, du bois de construction ou du bois isolant qui peut venir parfois de pays où la gestion du bois n'est pas aussi écologique qu'en France. Eh bien, merci beaucoup Thibaut pour tous vos conseils. Donc, si on a besoin de conseils en rénovation énergétique, on appelle donc Rénoveco. Quelles sont juste les limites de vos conseils aussi pour que vous n'ayez pas d'appel de tout Superflu. Alors nous, on est vraiment, je rappelle, le service Rénoveco, c'est sur la rénovation énergétique. Donc tout ce qui a trait aux économies d'énergie. Bien souvent, on nous appelle pour des questions d'ordre de rénovation, par exemple de salle de bain, ou pour agrandissement, ou pour toutes ces choses-là. Ça va être un peu la limite de notre conseil. Appelez-nous, on vous renverra si vous nous appelez, c'est pas grave, on vous renverra vers les bons interlocuteurs. Mais c'est plus tellement nous, nous on n'aura plus vraiment de vrais conseils à vous apporter. On pourra toujours vous parler si vous concevez une extension ou si vous aménagez une salle de bain, on pourra toujours vous dire, attention au flux d'humidité, attention à l'isolation, installer des systèmes qui produisent de l'eau chaude de manière vertueuse, on pourra toujours vous dire ce genre de choses-là. Par contre, pour tout ce qui est d'ordre, carrelage, parement, quel système de douche exactement installé, là, on ne pourra pas vous aider. Également, on nous appelle parfois sur ces sujets-là par rapport à des financements. Pareil, on vous renverra vers les bons interlocuteurs, mais les aides financières actuellement dont nous on pourra parler, c'est essentiellement sur la rénovation énergétique. Isolation, chauffage, système de ventilation, production d'énergie renouvelable, etc. Eh bien, merci beaucoup Thibaut. Donc, notre émission se termine. On se retrouve demain, même heure, 11h30. On parlera de moutarde avec la confrérie et puis également de beauté avec une esthéticienne qui viendra en plateau nous en parler. Donc je vous souhaite à tous un très bon appétit et à demain. Merci beaucoup.